On a le plaisir ce matin donc d'avoir Fabrice Guillot de la compagnie Retour à Mont. Il n'y a aucun ordre diplomatique, simplement ça arrive comme ça. Fabrice Guillot, donc chorégraphe et directeur de la compagnie Retour à Mont. Jean-Luc Paysan et Aude Boisard, voilà, pour le bailleur social Val-Office. Et puis enfin Olivier Gardelli pour la Maison des Jeunes et de la Culture de Bonneuil, donc qui tous les trois, à leur regard et à leur titre, vont témoigner. Mais ce qu'on voulait vous proposer pour démarrer, et on a l'avantage de l'avoir, c'est de vous passer un tout petit film de 6 minutes qui présente l'ensemble de l'opération, ce qui leur évitera eux-mêmes de resituer un certain nombre d'éléments, mais aussi de pouvoir vous faire vivre un peu en direct ce qui a été réalisé et ce qui continue à se réaliser, puisque le film de 52 minutes, après, issu de 4 heures de rush, sera présenté à Bonneuil. Allez, on va démarrer par le film, si c'est possible. Merci Thomas. Elle est superbe. Mais Moi, j'aurais le vertige. C'est une professionnelle. Ouais. Elle est douée. Ça fait On drôle, est hein. habitués, nous. Quand on était jeunes, on allait à Fontainebleau. Hein. Bien, on va peut-être demander à Fabrice de rebondir tout de suite, puisque vous découvrez le film, alors qui n'est pas la version du tout définitive, qui est en fait un petit teaser qui avait été réalisé. Le film, lui, fait 52 minutes, mais revenir peut-être sur l'expérience, voilà, et sur la manière d'habiter, puis après, on reviendra sur les actions. Oui, en fait, donc, ce film, donc, il donne à voir une action qu'on avait fait à l'Ascension, en 21, donc juste quelques jours, où on avait investi 4 lieux différents du quartier, donc les piliers, des murs qu'on avait équipés grâce à nos amis de Val-Office, des arbres, et puis on avait fait aussi la première de cette marche en fait vers le ciel, donc on appelle ça Hissez-moi, c'est un hissage collectif. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est que je retrouve quelque chose que j'ai pu connaître dans ma pratique, parce que c'est ça que je crois qu'on apporte dans la ville, c'est quelque chose qui crée un vrai décalage dans une manière d'habiter un petit peu différemment. Donc je fais un tout petit feedback comme ça sur... moi je suis un grimpeur dans une première vie, et quand on est grimpeur, on entretient un rapport de désir à son environnement. Ça c'est essentiel. C'est-à-dire que le grimpeur, il a absolument envie d'aller voir parcourir cette face parce que ça l'attire, il y a un rapport esthétique. Et c'est aussi quelque chose de l'ordre du franchissement. C'est comme ça que j'analyse aujourd'hui. C'est-à-dire que pour le grimpeur, il faut trouver une solution à l'obstacle. Et c'est une discipline de franchissement. Et donc c'est ce qu'on essaye de partager. Donc par exemple ce mur là qu'on a vu avec cette marche vers le ciel, donc c'est ce qu'on appelle dans notre jargon un pignon aveugle. Il est verdâtre celui-ci, il est au bord de la nationale. Donc c'est pas l'objet le plus sexy du monde, mais en même temps voilà, c'est là qu'on a fait la première de ce Hissez-moi, où en fait on propose à qui veut de vivre une expérience de renversement de perspective radicale, c'est-à-dire de vivre presque une expérience que je qualifierais de mythologique. Ce mur en fait devient une espèce de porte du ciel, parce qu'on démarre allongé au sol et on va marcher vers le ciel. Donc là on a peu de retour d'habitants, si ce n'est voilà ce travailleur qui revenait du boulot là et qu'on a accueilli sur cette marche vers le ciel.
Mais dans le film qu'on va présenter dimanche, il y a énormément de retours, et donc aussi sur tout un tas d'actions qui se sont déroulées. On parlait du long terme, de 2019 jusqu'à, on commence à envisager 2022. Donc en fait, c'est une résidence qui à l'origine a commencé en 2019. Alors pour des raisons aussi que l'on connaît toutes et tous, donc on ne va pas y revenir encore une fois, mais elle s'est un peu étendue dans le temps. Et aujourd'hui, elle a d'autres rebonds d'une certaine manière. En tout cas, elle a une capacité à se poursuivre. Oui, absolument. Oui, c'est une chance magnifique hein, d'avoir cette possibilité de travailler comme ça à long terme. Il se trouve que des années auparavant, on avait déjà travaillé à Bonneuil déjà avec la salle Gérard Philippe, mais ce qui est intéressant aussi sur un territoire, et c'est même là que ça devient passionnant, c'est quand on multiplie en fait les interlocuteurs, et du coup, ces différentes personnes qui gèrent un territoire de différents points de vue. Parce que j'aime bien toujours cette idée de nous, on vient habiter autrement, mais après, on est ouvert à toutes les interactions, tous les rebonds qui vont pouvoir s'inventer en fonction des particularités du territoire. Cette question de la multiplication des acteurs, de multiplication aussi des actions qui a été soulevée aussi précédemment. Jean-Luc Pessan et Aurélie Boisard, quand on a échangé en fait dans la construction de cette table ronde, vous avez dit que finalement ce moment-là, ce temps de travail de longue durée avec la compagnie, a aussi remis un peu du sens dans votre action, là où vous aviez beaucoup d'actions éparses. Est-ce que c'est quelque chose qui aujourd'hui finalement réécrit aussi un peu la feuille de route pour un bailleur social comme vous au sein du développement social urbain, de pouvoir avoir cette colonne vertébrale, j'ai envie de dire, d'artistes qui sont présents dans la durée dans un territoire? Disons, je ne sais pas, les choses se sont peut-être pas présentées comme ça, mais en tout cas, oui, dès la première grosse intervention de Retour à Mont, qui était pendant l'été 2019, qui était sur une journée, mais on a vu tout de suite que ça pouvait être porteur enfin que d'abord c'était des gens qui prenaient le temps effectivement de s'installer, d'aller voir. On avait été contacté bien en amont, notamment par la MJC, qui nous avait présenté le projet. On a pu discuter. On a vu qu'il y avait un appétit pour multiplier les formes d'intervention et investir le quartier de toutes sortes de manières. Et donc cette journée-là de juillet, il y avait à la fois une création. Donc là, c'était vraiment. La compagnie a d'abord présenter une création. En fait. En même temps, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu le volet vraiment création artistique qui s'est fait au pied de l'agence, au pied des immeubles, et en même temps des ateliers autour des arbres, enfin comme on voit un peu sur les images, et le IC-moi là qui est aussi... Et on a vu tout de suite que les gens, effectivement, c'est renversant, c'est le cas de le dire, parce que c'était... Alors, pour la petite histoire, c'est un quartier en rue qui va être totalement transformé, enfin en grande partie démoli, sauf les deux tours un peu turquoises là que vous avez pu voir. Le pignon va être démoli. Oui, ce pignon-là, il va être démoli. C'est un immeuble qui est déjà quasiment condamné. Et donc que les gens aient une dernière occasion de voir le quartier d'une façon, mais comme ils n'ont jamais vu, on a vu tout de suite que c'était assez fort. Et du coup, ça a donné envie effectivement de continuer. Et ça s'est inscrit, mais ça, Aurélie va pouvoir en parler plus longuement parce que c'est elle qui est sur le terrain. Ça s'est inscrit dans une programmation, dans des dispositifs financiers, l'abattement de TFPB, des choses comme ça. Mais voilà, c'est venu un peu comme ça. Et effectivement, on est plutôt ouvert. Il se trouve qu'il y a des interlocuteurs bien identifiés là-bas. Il y a le Conseil citoyen, l'Amicale, donc qui devait être présente aujourd'hui, mais qui n'a pas pu venir, qui se parlent, qui se connaissent. Et ça permet d'élaborer effectivement des choses qui peuvent s'inscrire un peu dans la durée et avec différents publics, avec différentes formes. Mais c'était ça qui nous intéressait aussi. À partir de cette ligne artistique, on va dire, de cette logique de résidence de moyen long terme, d'autres choses se sont créées, en fait, d'autres choses s'agrègent, Aurélie? Alors, ça marche. Bonjour déjà. On a voulu, parce que c'est un quartier comme l'a dit Jean-Paul, qui va être transformé et ça a un impact assez fort pour beaucoup de locataires parce que c'est le quartier le plus ancien
de Bonneuil et on a plus de 35% de personnes de plus de 60 ans dans ce quartier. Et donc, on avait la volonté, par des actions collectives en direction des seniors, de faire quelques animations pour que certains locataires seniors apprennent à se réapproprier leur corps, pour ceux qui ont des troubles d'équilibre, etc. Malheureusement, la crise ne nous a pas permis de lancer ces actions, mais on va les faire, ça c'est clair, en 2022. L'objectif si on peut. est de faire grimper. C'est de poursuivre. Ça serait l'idée. Parce que là, on voit que des jeunes, en Après, effet. pas de les faire Là, peut-être grimper d'accord. trop haut, parce qu'il y en a aussi qui ont peur du vide, mais qu'ils aient un rapport totalement différent aussi. Et puis aussi pour vivre leur bâtiment qu'ils connaissent depuis des années. Pour certains, ils sont même nés dans cette cité. Pour leur faire découvrir leur bâtiment qui vont disparaître pour certains différemment. Voilà. Très bien. Peut-être Olivier, en enchaînement, parce qu'il a été beaucoup question de la MJC finalement, qui a été passeur, médiateur, intercesseur, entremetteur, je ne sais pas comment le qualifier. La MJC existe à Bonneuil depuis 1963, donc c'est une institution à part entière. Elle n'est pas directement dans le quartier, elle est dans un ex-quartier politique de la ville, qui est aujourd'hui en veille, et Val Office nous met à disposition un appartement qui nous permet d'être en contact régulier avec les habitants. Donc il y a vraiment un travail de proximité qui s'opère au quotidien dans les lieux en fait, qu'on anime. Alors bien évidemment, on y fait plein de pratiques, comme dans toutes les MJC et les centres sociaux, qui sont des pratiques qui ont toute une grande dignité et qui permettent à des gens d'être en lien, de se parler, de se rencontrer quotidiennement. Donc ce point est très important. Lorsqu'une compagnie en fait, artistique comme Retour à Mont arrive dans un quartier, il faut nécessairement ces points d'articulation pour pouvoir vraiment construire avec les familles, les parents, pour que la confiance puisse se faire. Imaginez-vous un parent qui laisse son enfant grimper à plus de 15 mètres. Donc voilà, il y a Surtout qu'il lui interdit la plupart du temps, en fait, en temps normal. Voilà. Il y a un travail qui se fait en amont et il a commencé en 2019 lorsque nous avons accueilli pour une semaine dans cet appartement donc, et dans une salle municipale qui maintenant n'existe plus, la compagnie Retour à Mont. Donc c'était des repas, c'était des échanges, enfin des choses très informelles qui nous ont permis vraiment de construire ce lien qui dure jusqu'à maintenant et qui apparemment perdurera jusqu'en 2022 et nous sommes vraiment très contents. Ce que je voulais souligner également, c'était que la compagnie Retour à Mont a été tout de suite ouverte au dialogue et à l'échange. On était en plein diagnostic en marchant, enfin c'est un contexte de rénovation urbaine, c'est un NPRU 2, donc voilà, il y a beaucoup de dispositifs qui s'agrègent autour de ces lieux et de ces espaces. Et tout de suite, en fait, Fabrice, sa compagnie, a été sensible en fait à cette démarche. C'était pas seulement utiliser un immeuble comme un support, mais c'était aussi aller un peu plus loin et essayer, pourquoi pas, de faire récit, essayer de tracer un petit peu une mémoire en fait, et de construire un espace vécu au travers les plus jeunes, mais aussi les plus anciens. Et ce qui me plaisait également, c'était finalement la participation qu'a eu Retour à Mont au diagnostic en marchant. Ça, c'était important parce que ça permettait finalement à des artistes, bien évidemment, avec les habitants, de se rendre compte que certains lieux n'en étaient plus. Voilà, qu'ils n'étaient plus pratiqués, qu'ils n'avaient pas même la qualification d'espace. Par exemple, là où a lieu l'atelier, on voit dans le film, ce sont des colonnes, c'est un lieu en fait voilà, qui n'a plus trop aujourd'hui de sens. Il donne sur une voie rapide, etc. C'est un peu un non-lieu, un espace négatif. Et là, il y avait vraiment un projet en fait qui était de dire, on va valoriser, on va mettre en avant en fait ces lieux pour les vivre autrement et pour les habiter artistiquement. Et le projet esthétique de la compagnie est très intéressant en ce sens, parce que dans une ville en transformation, où des enjeux urbains sont très forts, où des mémoires sont affectées, des immeubles vont disparaître. Aujourd'hui, ces immeubles, avec ce travail-là, le travail des jeunes en l'occurrence, mais aussi des artistes, regagnent en fait une certaine dignité et ils deviennent finalement des espaces poétiques, paradoxaux, marqués par un éphémère, par un présent, et ensuite ils vont disparaître. Donc filmer aussi, ça fait partie intégrante du projet, d'accompagner en fait cette démarche et de la montrer en fait.
on construit ces jalons progressivement avec Fabrice, mais également avec d'autres, notamment au travers de portraits d'habitants et de liens en fait liés à l'immigration très forte dans ce quartier, les traces et les trajets aujourd'hui qui déterminent à la fois le bidonville qui précède en fait cette cité et puis qui va coexister un certain temps et puis sa disparition. Voilà. Je trouve très intéressant votre remarque sur le changer le regard ou changer la perception de son environnement, y compris en prenant de la hauteur, d'une certaine manière, hein, ce que disait Fabrice à l'origine, et qui engage aussi, finalement, je n'oserais pas dire un diagnostic partagé, le mot serait peut-être un peu trop fort, mais en tout cas, un diagnostic sur lequel des artistes, des bailleurs sociaux, une structure d'éducation populaire, qui était bien dit sur la liberté d'eux, et aussi des habitants, vont partager finalement un diagnostic sur un regard qui se décale finalement grâce aussi à l'intervention artistique par rapport à ça. Alors tout l'enjeu est là pour nous. Aujourd'hui, on doit produire en fait un projet social au bout de 4 ans, en fait, renouvelable tous les 4 ans. Nous sommes agréés par la Caisse d'allocation familiale en tant que centre social. Donc on produit en fait une lecture, un sens d'une réalité en fait sociale qu'on partage. Et bien évidemment, c'est un savoir-faire, une méthodologie, mais cette notion d'espace vécu, cette notion de subjectivité agissante, finalement cette injonction au pouvoir d'agir en fait, qui traverse les centres sociaux, qui traverse les MJC, il faut à un moment donné, lorsqu'on est en direction de structure et avec les habitants, pouvoir les prouver réellement. Et pour les prouver réellement, c'est engager justement de prime abord les corps déjà, les corps des gens. Parce que sortir dans la cité, c'est pas rien. Enfin, il y a eu le confinement, certes, mais encore aujourd'hui dans les cités, il y a des lieux où l'on ne sort pas, il y a des lieux qu'on ne pratique pas, parce que voilà, ils sont appropriés autrement et de manière illicite. Donc, aller vers le corps pour essayer d'agir finalement sur un environnement qui va disparaître, en essayant de tracer ce qui peut rester dans la mémoire des générations à venir. C'est ambitieux comme projet, mais on est sur des perspectives de 10 ans. Le NPRU, en fait, s'étale sur 10 ans. Ben, c'est un enjeu qu'on essaye de tenir fortement. Hier, j'étais à la revue de projet politique de la ville, et cette idée, en fait, de mémoire, finalement, des habitants, elle est pas aussi évidente que ça. On sait qu'il y a un truc qui se fait sur un récit avec des habitants, bon, dans le quartier, mais c'est pas ça le problème. Enfin, c'est pas ça le souci. Donc, resituer un petit peu l'humain dans ces dynamiques, en fait, méthodologiques très fortes, et essayer de faire participer une institution comme la CAF, notamment, à cette réflexion qui implique en fait l'artiste, qui implique l'habitant, qui implique en fait une structure qu'on peut considérer comme intermédiaire ou une institution, peu importe, comme une MJC, en tout cas, ces formes de portes ouvertes et d'accueil qu'on a informelles à l'égard des habitants, c'est très important pour nous parce que ça nous qualifie en fait dans nos pratiques. Ça nous qualifie très concrètement dans nos pratiques et nos métiers. Tout à l'heure, tu as évoqué la confiance, et ça, je pense que c'est important parce que même de notre côté, c'est pas évident de convaincre nos collègues de laisser des artistes grimper en toiture, installer des cordes et investir des bâtiments qui sont condamnés, enfin sécurisés, et après, en plus, on leur dit qu'ils vont effectivement faire monter les locataires à 15 mètres de haut. Donc, ça peut créer une certaine appréhension. Dans les autres services Voilà, sociaux, on va dire que certains sont un peu prudents sur ces initiatives. Donc il y a vraiment cette relation de confiance à créer. Je crois que c'est vraiment le secret une condition très importante pour qu'il y ait un minimum d'implication, notamment des équipes de gestion, parce que c'est vrai qu'au niveau du développement social urbain, tout ce que tu viens de dire, on partage totalement ça, et c'est l'objectif, multiplier les occasions de rencontre, les occasions de liens, faire sortir les gens de chez eux, qui se parlent, etc. Mais le travail aussi en direction des équipes qui sont moins sensibles à ça, ça nécessite ce travail un peu en amont, de prendre le temps de connaître les réseaux, les personnes relais dans le quartier, de discuter avec eux, d'annoncer, et de faire la même chose avec finalement les personnels aussi des bailleurs, discuter avec le responsable de secteur, avec la chef d'agence, pour amener le projet, parce que c'est sûr ça n'arrive pas clé en main. Ça, c'est... Pour avoir travaillé il n'y a pas très longtemps avec une file de ferries de grande hauteur et un bailleur social, la compagnie est beaucoup intervenue dans l'ensemble des éléments techniques
c'est-à-dire dans la relation, je ne sais pas si c'est le cas pour la compagnie Retour à Mont aussi. Ah oui, oui. En fait, la compagnie, c'est beaucoup de savoir-faire, en fait, hein. On en parlait tout à l'heure au niveau de la formation professionnelle. Donc, nous, on ne délègue rien. Et c'est très intéressant, justement, c'est-à-dire que notre directeur technique est à la fois architecte, formateur, cordiste et brevet d'état escalade. Enfin, il a toutes ses casquettes, hein. Moi, je suis brevet d'état escalade aussi. Et c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est dans la nécessité de parler le langage avec les techniciens des bailleurs. Et il y a beaucoup de bailleurs avec qui on a déjà travaillé. Hein, j'ai retenu les Toits et Joie, Sablières et autres, où on a, sur certains territoires, on est déjà intervenu. Et en fait, c'est assez facile. C'est assez facile parce qu'à un moment donné, un technicien parle à un technicien et il fait plus le tri. Est-ce que c'est une entreprise de peinture ou une compagnie de danse verticale? À un moment donné, si, voilà, ils s'entendent. Et donc là, on parlait tout à l'heure aussi de ce rapport à la formation professionnelle. C'est vrai qu'on imagine que Olivier, notre directeur technique, puisse encadrer un temps de sensibilisation au métier de cordiste, parce que c'est une formation assez brève, qui ne nécessite pas de prérequis d'études. Donc ça a été un peu contrarié par les événements, mais on a la ferme intention de mener ça à bout. Et puis, je dirais que c'est aussi, je pense que pour qu'un projet comme ça réussisse, c'est aussi une espèce d'alchimie, et c'est une culture de compagnie, dans le sens où, dans la compagnie, il se trouve qu'on a tous plaisir à s'interrompre, même très brièvement, dès qu'il y a la moindre sollicitation extérieure. Et ça nous arrive aussi même de faire carrément des créations, des pièces où on va répéter des fois pendant des mois, et on va poser ces temps de résidence de création, mais en extérieur aussi, sur les territoires, et ça se fait en toute visibilité. Et les gens passent, voilà, on fait partie de leur cheminement quotidien, et dès qu'on voit quelqu'un qui lève le nez, on l'interroge, et à la fois les danseurs, moi-même et l'équipe technique, on est tous dans ce rapport-là, parce qu'en fait, ce qu'on réalise, c'est qu'en fait, les retours qu'on a des habitants, et je le vois encore dans le film parce qu'on est en train de faire les montages, on réécoute tous les interviews, en fait, ces remarques nous éclairent sur notre pratique. C'est-à-dire qu'on arrive, c'est vraiment l'opposé d'arriver avec un projet clé en main, même si on est obligé de mettre des trucs dans les grilles au début. Mais à un moment donné, en fait, c'est même le gamin qui va nous apprendre quelque chose sur notre métier, en fait, et qui va nous faire comprendre une des facettes qu'on n'avait pas imaginées de notre intervention. Comme quoi, il n'y a pas forcément de perles rares, mais il y a des compagnies qui sont dans un process particulier aussi, et qui sont aussi dans cette capacité en fait à partager des savoirs et des expériences et des expertises qui vont aussi enrichir les uns et les autres. Ce qui a été passionnant avec la crise, je dirais, parce qu'il faut faire feu de tout bois, et des fois les contrariétés deviennent des super opportunités. C'est-à-dire qu'on devait faire un spectacle participatif qui associe un groupe d'habitants à 4 danseurs de la compagnie. On devait faire ça donc à la salle Gérard Philippe, donc en termes de programmation, contrat de session. Et la saison est annulée, et on s'est dit on va faire ça directement dans le quartier, en fait, puisque nous on est compagnie de rue, hein, ça nous arrive de travailler aussi en salle parfois, mais notre choix d'espace, c'est l'espace public. Et donc ça nous a donné la possibilité finalement de réinvestir avec toutes les rencontres qu'on avait fait. Donc le groupe était vraiment constitué, il était fort, et donc on a pu travailler sur le territoire. Au lieu de faire un spectacle, on en a même fait 2, parce que c'était juillet dernier, donc on en a profité. Et puis donc là, ce qui est important aussi, c'est que le film, donc on est en train de boucler, va être présenté donc dimanche à la salle Gérard Philippe, donc pour créer aussi ce décentrement du quartier à un autre endroit qui est quand même une référence culturelle, et on sait que parfois les cheminements ne vont pas très très loin, donc c'est intéressant d'aller jusqu'à cet endroit-là. Je sais plus ce que je voulais dire, mais... C'est clair, c'est la relation, et peut-être pour à la fois la posture MJC ou la posture bailleur social, ce lien avec l'institution, la collectivité, on va le dire comme ça. D'abord, il est existant, je pense, en dehors de ce moment-là, bien évidemment, mais comment ce moment-là a-t-il réinterrogé le rapport? Disons que la question du hors-les-murs était criante à cette époque-là, et tout le monde était plus ou moins finalement au taquet pour porter une action hors les murs. C'était un peu nécessaire. Ce film-là, on est au sortir de mesures du confinement aux alentours d'avril-mai.
qui nous permettait de pratiquer avec des jauges très, très réduites, même en extérieur. Et malgré tout, en fait, il y a eu plus de 80 personnes qui sont agrégées autour du projet. Mais enfin, pour les services de la ville, c'était quand même un travail de coordination important à faire. Parce que dans la mobilisation en fait, de tous les habitants, et pas seulement en fait, des adhérents de notre structure, mais de tous les habitants de Bonneuil, il y avait nécessité finalement à se faire un écho le plus large possible en fait, de l'intervention de Retour à Mont dans le quartier. Et en effet, si notre structure est bien implantée en fait, dans le quartier, nonobstant, en fait, on ouvre en fait, cette pratique à l'ensemble des habitants, et tout l'intérêt, c'est cette transformation du regard d'un quartier sur un autre, des habitants sur leur propre quartier, et finalement, tout ça se mélange dans la perception en fait, de l'habitant, et c'est pas plus la MJC que la ville. Enfin, il reste en fait un geste artistique, esthétique fort, mais dans l'organisation, on est tous en fait sur le même plan. Sauf qu'on a peut-être en tant que structure petite et souple, plus de facilité à agir et plus de facilité à aller finalement en direct avec les gens. Et c'est ce qui a permis finalement de marquer cette différence. Mais bon, elle n'est pas préjudiciable en aucun cas, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut considérer aussi quand on est une grosse structure comme un service municipal de la jeunesse, qu'on s'occupe en fait finalement d'une partie de la population jeune de Bonneuil, ce qui n'est pas notre cas. On arrive quand même malgré tout avec cette proximité et ce lien de cohérence avec la compagnie, et bien évidemment avec Valoffice, parce que le dispositif en fait, d'accrochage technique, etc., c'est fondamental, à travailler vraiment de manière assez bien. On aurait pu faire mieux encore, hein. On aurait pu vraiment faire mieux, notamment sur d'autres projets en fait, de Retour à Mont, si nous avions eu la collaboration technique des services de la ville. Je pense que nous aurions pu faire mieux, mais on va s'améliorer encore sur ce plan-là. Voilà. Juste un mot peut-être sur la relation à la collectivité, et puis après. C'est vrai que pour monter un projet et faire toutes ces actions, il faut vraiment une bonne coordination. Après, il y a toujours des imprévus, mais moi, je tenais à remercier vraiment Fabrice, enfin la compagnie, et Olivier, parce que pour la petite histoire, moi, je suis arrivée en octobre 2019, donc je n'avais pas connu, je connaissais pas le quartier, je connaissais aucun des partenaires, et c'est vrai que sans la compagnie et Olivier, j'aurais pas perçu le quartier de cette manière-là. Donc voilà, c'était juste un grand merci, puisque c'est vrai que Olivier est une personne qui est très facilitatrice, et la compagnie, c'est une perle rare. Voilà. Et c'est aussi, mes propos, Patricia Chevet qui est absente, elle est aussi d'accord avec ce que je dis. On s'est vu hier et elle m'a dit vraiment tout le bien qu'elle a sur la compagnie, parce qu'elle, en tant que présidente de l'amicale des locataires, elle a beaucoup de retours des habitants, et ils sont impatients à chaque fois qu'il y a une action qui se termine. Ah, quand est-ce qu'ils reviennent? Donc vraiment, c'est un grand merci. Voilà. Merci à vous. Donc, on voit bien le rôle aussi facilitateur ou facilitatrice, d'ailleurs, aussi bien des artistes que des acteurs culturels un peu agiles. Ça fait un lien d'ailleurs avec la deuxième partie de notre table ronde et l'autre exemple, sachant que là, on n'a pas une MJC, mais une association culturelle, en fait, qui va aussi créer ce lien, créer cette capacité à faire de l'intermédiation, j'ai envie de dire, avec des acteurs multiples. Je pense que ça a été bien dit. Donc, ils sont à la fois nombreux, qui ne sont pas toujours faciles à organiser et à mettre en lien, y compris dans ses propres services, peut-être. Je ne voudrais pas préjuger. Mais par rapport à la question de Carole, on a peu parlé encore des écueils et des limites. On est dans une matinée d'enthousiasme, et je pense que c'est agréable, mais on aura quand même l'occasion d'y revenir à un moment donné, même si cet élément-là n'est pas une réponse qui vous a été apportée aujourd'hui. Je vais laisser la parole à Jean-Luc, tout en restant, et puis remercier, et vous pouvez les applaudir, nos acteurs qui ont bien voulu jouer le jeu et d'être présents aujourd'hui. Merci à vous. Nous avons deux
point d'articulation qui est cette relation avec la collectivité. Donc nous allons avoir le loisir d'en reparler tout à l'heure, ainsi que ce qui vient d'être dit sur l'auto-enrichissement entre les artistes et les habitants. Nous allons revenir sur ce point avec Étienne Fabre, que je vais inviter donc à nous rejoindre, d'Opali, qui est responsable du cadre de vie résidentiel, Judith Friedman, qui est responsable de l'agence des ricochets sur le pavé, et de Pauline Decoulac, qui est directeur artistique de la compagnie Les Grandes Personnes. Et nous avons l'occasion ici de parler de ce compagnonnage entre habitants et artistes à travers votre expérience, donc une deuxième expérience qui va nous permettre d'illustrer tout ce qui a été dit depuis ce matin. Et lors de notre passionnant entretien de préparation, nous avions eu le loisir d'aborder plusieurs thèmes, qui est celui d'investir les lieux. Alors des lieux qui sont à chaque fois très différents, avec des histoires, des situations très différentes. Nous avions parlé ensemble de cette capacité d'adaptation à ces lieux. Et là, nous avons l'exemple d'un bailleur social, alors qui ne dispose pas, comme Toit et Joie, d'une direction de la culture, donc d'un staff dont on a bien compris qu'il était une condition pour porter, comme Toit et Joie, notamment 24 projets par an. Je regarde l'équipe de Toit et Joie. Par contre, nous avons ici un bailleur social qui s'appuie largement sur une agence spécialisée, donc les ricochets sur le pavé, et qui elle-même a développé cette capacité d'adaptation, allais-je dire, et qui opère ce lien entre des habitants, et vous allez d'ailleurs nous parler tout à l'heure de la manière dont dont vous mobilisez ces habitants en fonction des tranches d'âge notamment. Je ne voudrais pas anticiper trop sur ce que vous allez dire, hein. C'est pour vous lancer évidemment sur ces propos. Et nous avons donc également, bien sûr, l'occasion d'aborder cette manière dont votre partenaire, l'agence Ricochet sur le pavé, organise cette relation entre une situation particulière et un artiste qui est prêté à intervenir donc, en compagnonnage avec les habitants, et artiste qui doit être choisi selon des critères dont il nous faut absolument parler, nous semble-t-il, puisque c'est un sujet qui devrait également vous intéresser. Donc, je vous laisse peut-être vous présenter brièvement les uns et les autres et nous présenter peut-être l'histoire de cette rencontre aussi qui semble des plus importantes. Merci, je ne sais pas si on m'entend. Si. Oui, je travaille pour le bailleur Opali, donc on est situé à Arcueil-Gentilly, donc au sud de Paris. Donc là, on parle d'un quartier qui sort d'un projet de rénovation urbaine d'une dizaine d'années, donc qui est situé en QPV, qui s'appelle le Chaperon Vert, et dans lequel s'est situé donc ce projet avec la compagnie des Grandes Personnes et des ricochets sur les pavés. Donc on avait travaillé avec des ricochets avant ce projet-ci sur un projet de sentier street art avec plusieurs ateliers qui avaient été menés pendant les vacances scolaires notamment, et puis également des interventions de différents artistes. Quand on parle d'ateliers, c'est des ateliers qui avaient mobilisé donc des habitants du quartier, des locataires, grâce aux liens avec les centres de loisirs notamment, et les villes d'Arcueil et Gentilly, puisqu'on est situé sur un quartier intercommunal. Donc c'est un peu la particularité aussi de ce quartier. Voilà.
au choix de l'artiste, effectivement, nous, on n'est pas, voilà, on n'est pas sachant sur ce domaine-là. À Opalie, on a souhaité développer des projets pour favoriser le lien social. On a parlé de rencontres tout à l'heure, d'ancrage territorial, et aussi pour être présent dans les quartiers différemment. Donc ça, c'était un des objectifs d'Opalie que on a concrétisé avec ma prise de fonction il y a 4 ans sur ces thématiques-ci. Et donc la rencontre avec les ricochets s'est fait un peu avec le réseau local d'acteurs, et ce qui a permis cette rencontre avec des ricochets sur les pavés. Je me souviens aussi, à propos de vos objectifs, que pour vous, ce qui était très très important, c'est de semer des graines. Nous en reparlerons si nous reparlons de l'évaluation tout à l'heure de vos actions. Vous nous disiez que c'est ça la chose primordiale pour vous. Vous n'avez pas de grandes ambitions, mais si on peut au moins semer quelques graines, c'est ça qui est important. On va peut-être vous laisser la parole, justement, vous qui êtes cet organisme tiers en appui, qui faites ce rôle d'intermédiaire, ou en tout cas sur lequel on peut s'appuyer fortement. Eh bien, bonjour. Alors, chez Ricochet, donc depuis une dizaine d'années, notre spécialité, c'est de programmer, organiser des événements artistiques et culturels dans l'espace public. Et je crois que c'est un des fils conducteurs assez forts là, de cette matinée, cette envie de vraiment d'investir l'espace public, cet espace qui peut être partagé, traversant, parfois hostile. Donc justement, comment le rendre aussi souple, comment se l'approprier. Et voilà, on était avec Étienne assez convaincus que des équipes artistiques avec des dimensions, des savoir-faire très divers peuvent permettre aussi cette réappropriation. Voilà, et nous, on mène particulièrement ce que l'on nomme des projets contextuels, in situ, c'est-à-dire l'idée, mais comme voilà, la compagnie Retour à Mont peut le faire, et les exemples qui ont été déjà développés ce matin le montrent, vraiment comment on part d'un contexte, d'une réalité, qu'elle soit humaine, architecturale, patrimoniale, pour inventer ensemble une démarche, un projet. Et donc ce travail d'enquête, nous, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, qu'on aime faire, et que l'on a mené aux côtés d'Opalie. Et donc nous, notre rôle dans cette aventure, c'est d'être vraiment là en accompagnement d'une équipe, d'un bailleur. On fait presque un travail de maïeutique pour permettre d'accoucher d'une idée, d'un projet, d'une rencontre. On est courroie de transmission. On fait un travail de tricotage. Voilà, on identifie les acteurs, ressources. On invente aussi des façons de rencontrer les habitants, ce qui n'est pas forcément toujours évident dans le quotidien des gens. On fait un travail aussi d'acculturation entre un bailleur et un organisme culturel. Par exemple, nous, on parle d'habitants, un bailleur va parler de locataires. Quand on dit une résidence, nous, on entend une résidence artistique, et un bailleur, c'est une résidence immobilière. Donc, il y a tout ce travail d'acculturation qui est aussi assez passionnant à mener, à découvrir. Et donc, comme le disait Étienne, on avait déjà cheminé ensemble entre 2017 et 2018-19, là, autour de ce sentier street art du Grand Paris, avec des fresques et des ateliers. Et on avait envie de travailler sur un projet plus autour du spectacle vivant. Donc, moi, je connais très bien le travail de la Compagnie des Grandes Personnes. On chemine aussi ensemble depuis quelques années. Et connaissant voilà, leur implication, leur méthode de travail, on a organisé la rencontre entre voilà, ce quartier du Chaperon Vert et le travail des Grandes Personnes. Et peut-être avant de laisser la parole à Pauline, qui parlera bien mieux que moi du travail de cette compagnie,
La temporalité, on en parlait ce matin, c'est primordial. L'anticipation, c'est-à-dire tout ce travail justement un peu d'enquête, d'écoute. On passe beaucoup de temps à arpenter les quartiers, à se promener, à déambuler. Voilà. Et tout ça, ça nourrit le projet et la démarche. Et après, on a besoin quand même d'un cadre, d'un calendrier un peu pour organiser des temps de travail et qui prennent la forme. Et c'est là où je sors la télécommande, qui s'organise autour de différents temps forts. Je rentre un peu dans le vif du sujet. Des ateliers, des temps d'ateliers, et c'est vraiment une des spécificités aussi de la compagnie, hein, qui à la fois a besoin de temps pour créer son spectacle et en même temps qui le conçoit aussi beaucoup dans l'interaction et l'interactivité. Donc des temps d'atelier avec des locataires, jeunes ou moins jeunes. Voilà, une petite spéciale dédicace à Pauline. Donc là, je raconte pas le projet, Pauline en parlera. L'idée, c'était aussi de travailler en extérieur, de pouvoir investir l'espace public, voilà, de mener des partenariats là, avec un club de street art où on a invité les participants de ce club aussi à venir œuvrer, participer au processus. Voilà, hein, voilà. Et puis, évidemment, des temps où le spectacle se donne et se partage avec les habitants. Voilà. Donc, évidemment, ça a été, le projet a été aussi un peu impacté par le Covid, mais malgré tout, c'était quand même précieux de pouvoir se retrouver dans l'espace public et de partager ce temps fort. Voilà. Avec aussi des surprises, ces fameux impromptus, voilà, qui jalonnent aussi le projet et la démarche. Des outils de communication à chaque fois qu'on cherche à mettre en place pour aller rencontrer, interpeller les habitants. Un travail avec les gardiens aussi que l'on mène et qui est fondamental. Et là, avec le projet des grandes personnes, vu qu'il y avait tout ce travail autour des silhouettes, on est allé aussi voir les commerçants du quartier pour leur demander d'héberger temporairement des silhouettes, enfin voilà, les écoles, un centre de santé, un restaurant, pour que, voilà, où qu'on aille dans le quartier, on pouvait retrouver une silhouette. Et peut-être une dernière petite chose qui nous tient aussi beaucoup à cœur et qu'on retrouvait tout à l'heure là dans le projet de Bonneuil, c'est la convivialité. C'est-à-dire que que ce soit pendant les ateliers, les temps forts, comment organiser la convivialité pour que ce temps soit aussi un temps de douceur. Voilà. Il y a deux maîtres mots que nous avions repérés, c'est celui de temps et de patience. De temps et de patience, notamment pour exercer cette démarche préalable qui semble éminemment importante, qu'une MJC peut évidemment faire, ça renvoie à ce qui a été dit tout à l'heure, en tant qu'elle est profondément ancrée dans son tissu local et social. Et cela, au fin, pour votre part en tout cas, je vous cite, de comprendre la vie dans ce quartier, de comprendre les circonstances dans lesquelles nous allons prétendre nous inscrire et tenter d'agir. Voilà. Ça semble être une condition sine qua non. Est-ce qu'on peut avoir peut-être quelques exemples comme ça, à chaud, enfin, je vous prends peut-être comme ça, à l'improviste, mais pour bien faire sentir cette condition importante de prendre le temps d'être au contact, hein, tout simplement des habitants. Alors, ce qui est tout à fait différent du fait d'être une institution culturelle et d'attendre que notre public veuille bien franchir les portes de notre maison. En effet, là, le quartier du Chaperon Vert est un ensemble assez copieux de bâtiments avec plusieurs gardiens. Et donc, on a souhaité organiser avec l'équipe artistique une rencontre qui était dédiée aux gardiens pour qu'il y ait un temps de rencontre, qu'ils viennent découvrir le travail de l'équipe, qu'ils puissent nous raconter le quartier et nous donner des conseils qui ont été très précieux parce qu'en effet, ils savent comment les gens évoluent, quelles sont les pratiques, les habitudes, qu'est-ce qui peut aussi davantage solliciter et mobiliser les habitants.
Nous parlions tout à l'heure de l'importance également du choix des artistes qui vont être les compagnons de cette aventure, une aventure partagée. Du coup, on pourra peut-être en reparler après vous avoir entendu, puisque c'est une question qui mérite que l'on s'y attarde, puisque vous nous disiez que certains artistes étaient disposés naturellement, un peu spontanément, qu'ils avaient une personnalité qui les engageait à être peut-être davantage à l'écoute des personnes, tout simplement, enfin de nous tous. Nous allons vous écouter justement pour nous parler peut-être de votre sentiment lorsque vous vous immergez dans vous entrez dans la vie des autres, peut-être, je ne sais pas si l'on peut dire les choses ainsi. D'abord, la compagnie des grandes personnes est un collectif qui très nombreux. On est une trentaine d'artistes dont la cellule, je dirais, de base sont d'abord des plasticiens qui ont rencontré des comédiens, qui ont rencontré des metteurs en scène, qui ont rencontré des constructeurs. Et tout ça s'est agrégé au fil de ces rencontres et au fil de projets comme ça, initiés par un noyau dur de plasticiens comme ça qui avaient envie vraiment d'investir l'espace public et de le faire ensemble. Alors le ensemble, c'était assez vaste parce qu'il y a évidemment la construction du collectif autour du projet et puis il y a la construction avec les habitants, avec toute la notion participative qui est complètement inhérente au travail des grandes personnes. C'est-à-dire que vraiment, l'idée, c'est de faire avec les gens et d'utiliser cette rencontre comme un outil de création pour nos propres créations. Donc voilà, il y avait vraiment cette dimension-là, quasiment dans toutes les propositions des grandes personnes, cette dimension participative qui, je crois, est née juste du fait qu'on est dehors et que le dehors est universel, enfin est collectif et qu'il faut qu'on peut pas transformer comme ça ces espaces sans les gens qui y habitent, qui le fréquentent, qui le vivent au quotidien. Donc vraiment il y a cette idée-là et je peux vous donner comme exemple justement le projet Imaginez-moi. Imaginez-moi est né au départ à l'issue d'un projet qu'on avait fait en Algérie, figurez-vous. On était parti en Algérie, on avait construit tout un projet qui était censé revenir en France et on était à la recherche d'un outil qui permettait véritablement une rencontre très concrète et artistique d'un groupe d'artistes algériens qu'on avait formés et avec lesquels on avait fait une création autour de marionnettes géantes et des groupes où justement ce spectacle allait se produire et comment on crée cette rencontre. Et donc on a imaginé une marionnette entièrement blanche, mais prête à peindre, prête à être construite collectivement ou autour d'un processus assez simple d'escabeau, de peinture. Chacun, après un travail de recherche, de réflexion autour de l'identité et de l'envie de montrer quelque chose de soi, en tout cas, comment on arrivait à produire un élément unique et en même temps profondément collectif. Donc voilà, c'était... donc on a ce projet a été développé à Saint-Denis notamment, etc. Et puis il y a eu la pandémie. Et puis le projet donc Ricochet qui est venu nous proposer cette collaboration. Et là, de façon assez évidente, il fallait ressortir dans l'espace public. Il fallait raconter quelque chose de nous, de soi. Et donc, évidemment, cet objet-là est revenu. Et nous, ça nous intéressait vraiment de développer
encore un pan différent de cette question de la création collective de façon très instantanée. C'est-à-dire que c'est vraiment c'est une performance qui fait qu'à un moment donné, on monte sur des escabeaux, on a des pinceaux et on peint. Et donc on est dans l'acte immédiat. Et comment transmettre ce désir de cette expression-là, comment nourrir notre désir en essayant de comprendre le désir de l'autre et des gens avec lesquels on travaille. C'est l'art de tirer profit de l'impromptu dont nous parlions tout à l'heure. C'est d'être à l'écoute et d'avoir envie d'être à l'écoute et de faire avec. Alors, c'est pas permis forcément à tout le monde. Il y a ce problème de choix de l'artiste qui, alors non pas forcément par rapport à la qualité de son projet artistique habituel, mais peut-être par rapport à sa capacité et à son envie de faire avec et de se remettre en question également, de remettre en question son propre processus habituel de création, ce qui peut poser des questions sur le référencement d'ailleurs des artistes, alors peut-être auprès de la DRAC, mais tout cela est sans doute une grande question. On n'aura pas forcément le temps là d'aborder ici. Moi, je voudrais quand même mettre une petite nuance parce que il est évident que si on n'a pas envie de travailler de façon participative, il ne faut pas le faire. Hein. Bon. Une fois qu'on a dit ça, c'est déjà pas mal. Voilà. Mais je crois que y a beaucoup d'artistes qui souhaiteraient le faire et qui ne savent pas comment. Et que là, des opérateurs culturels comme Ricochet sont des passeurs assez incroyables. Parce que c'est vrai que d'abord, il est compliqué pour nous, artistes, de venir présenter des projets directement à des personnes qui n'ont pas l'habitude de nous recevoir ni de rentrer dans nos processus de création avec toutes les contingences techniques, temporelles que ça peut représenter. Mais je crois que quand on est bien accompagné et que justement il y a cette médiation, pas seulement avec les habitants, mais aussi avec toute cette gestion qui permet de faire naître le projet, c'est extrêmement important. C'est une notion que nous retiendrons, donc peut-être pour conclure cette table ronde et avant de vous passer la parole, nous sommes très très contraints et donc frustrés en temps. Il y avait juste un petit sujet que nous avions abordé qui semble aussi très très important, c'est que vu cette démarche sincère, exigeante de l'artiste, enfin démarche sincère de sa part, de l'accompagnement qu'il faudrait délivrer auprès de lui et dont vous assumez, à ce que nous comprenons, vous assumez cette fonction auprès de lui, dont l'intérêt effectivement d'avoir des intermédiaires comme vous. Nous avions parlé de la juste rémunération de l'artiste. Vous vous souvenez, nous parlions tout à l'heure du temps et de la patience qu'il fallait pour s'inscrire dans ces réalités de terrain. Je mets les pieds dans le plat, peut-être, mais et vous nous disiez que peut-être y avait-il une question à propos de cette juste rémunération de l'artiste, vu effectivement le temps et l'investissement personnel que cela nécessite. Non, mais je pense qu'il ne faut pas qu'on ait peur d'assumer que ces aventures qui sont belles, qui sont chronophages, qui nécessitent en effet d'être dans la durée pour qu'elles soient aussi justes, qu'elles aient du sens, qu'elles soient pas comme ça un peu flottantes sur un lieu. Elles nécessitent d'être financées à la hauteur de ce que ça représente et que il faut et que ça nécessite des moyens financiers et que il faut qu'on puisse mettre les choses sur la table pour parce que sinon c'est vrai qu'on se pressurise, on se retient dans la nécessité d'être sur le terrain si on n'a pas les moyens financiers qui sont adéquats. Et c'est vrai que c'est une des choses que l'on fait aussi chez Ricochet, c'est que
vu qu'on est un peu indépendant, on n'est ni bailleur ni collectivité, du coup on va chercher aussi d'autres partenaires financiers. Donc évidemment la DRAC, la région sont des partenaires assez fréquents et très soutiens sur ces aventures-là, mais voilà, auprès de la politique de la ville, auprès d'autres réseaux comme ça, et c'est aussi toute cette voilà, tout ce maillage financier qu'on essaye de mettre en place pour chercher les moyens financiers et techniques de la mise en œuvre. Nous, oui. Nous, par rapport à des budgets et à ces temporalités-là, il y a quelque chose qui est généralement difficile à percevoir, c'est ce temps de la médiation et ce temps de compréhension du territoire sur lequel on travaille. Et on a besoin d'être présent. Or, souvent dans les cases des budgets, là, on nous dit, bon voilà, tant d'heures d'atelier, tant d'heures de présence. Voilà, il y a derrière ça un désir d'efficacité, en fait, qu'on doit mettre en avant. Et tout ce travail de préparation, de médiation, de compréhension, et même parfois de réécriture, parce qu'on arrive sur un territoire, et là, on s'aperçoit que tout ce qu'on avait tricoté dans notre tête, parce qu'on est mu aussi, nous, par un désir de création, enfin, attention, on n'est pas là pour faire de l'animation. On vient chercher quelque chose. C'est ça qui est passionnant. Donc, il faut le chercher, il faut concevoir, et que toute cette partie-là de conception, d'écriture et de rencontre, elle est généralement... Voilà, alors vous introduisez ce qui sera peut-être l'objet d'une prochaine journée sur le processus de construction, du coup, et de trouver les moyens, notamment financiers, pour se permettre d'aller vers le processus le mieux construit possible. Nous vous laissons la parole. On nous dit qu'on est de plus en plus contraints. Nous vous laissons poser des questions, peut-être profiter sur ces différents sujets de l'expérience de nos hôtes. Je voulais simplement savoir si les silhouettes qui ont été co-construites avec les habitants sont restées après sur l'espace. Elles ont été exposées à un moment donné et elles sont revenues. Non, elles sont dans nos ateliers. Oui, tout à fait. Alors ça aussi, là, c'est l'après. C'est l'après, et c'est toute l'infrastructure de qu'est-ce qui se passe quand on s'en va. Et voilà. Nous, généralement, on laisse beaucoup de choses. Enfin, voilà, on a des... c'est-à-dire que c'est dans une grande partie de nos projets réside dans le fait qu'on co-construit avec les gens, et que l'idée est de laisser ce qui a été construit et de planter des graines pour pouvoir, notamment autour de la construction de marionnettes géantes, voilà, qu'on a fait. On a fait ça beaucoup, notamment à l'étranger, mais aussi en France. Là, en l'occurrence, on les a récupérés. La question, c'est qu'est-ce qui se passe après ? Comment les habitants s'organisent ? Où est-ce qu'on stocke ? Quelle est la vie ? Comment les gens s'organisent pour faire vivre et survivre ces objets ? Voilà. Et dans le cas où on sent, nous, que ça ne va pas être possible, ou que les choses ne sont pas en place, là, en l'occurrence, on était vraiment dans une période de Covid. Et donc, la question était vraiment... On était déjà tellement heureux de pouvoir mener ce projet jusqu'au bout. On était entre deux confinements. Donc, c'était une période très, très compliquée. Et voilà, qui n'a pas pu nous permettre de mettre en place le projet dans les conditions optimales dans lesquelles on l'avait imaginé, mais on a quand même un résultat qui est très, très satisfaisant, et un résultat global génial pour les habitants des quartiers. On parlait juste du financement tout à l'heure. On a fait appel, bien sûr, au dispositif TFPB, puisqu'on est dans un quartier prioritaire politique de la ville. Donc, ce qui nous permet de mener des projets plus ambitieux qu'on ne peut le faire
dans d'autres situations. Dans l'avenir, on a choisi d'autres orientations, d'autres projets dans d'autres quartiers qu'on n'avait pas investis. Donc on va, après, on ne sait jamais. Sans doute, les grandes personnes reviendront dans la continuité de ce qu'on a fait précédemment, sous forme d'un nouveau travail. Mais on a mené d'autres projets comme, par exemple, un camion culturel qui s'appelle le Culture Truck, dans un autre quartier, en quartier prioritaire politique de la ville à Arcueil, avec la mobilisation de différents partenaires. Une dernière question peut-être? J'ai plusieurs réflexions. Moi, je m'interroge beaucoup sur l'impact et les traces qu'on laisse auprès des habitants. C'est super, on fait des super projets, on arrive à créer une forme de cohésion à un moment donné, et notamment sur les secteurs où on est en attente de projets importants ou des secteurs où on est passé par une période de rénovation importante. Quelles traces on laisse avec ces projets, quelles petites pépites de talent on aura pu mettre en valeur auprès de certains jeunes ou de publics plus vieillissants, quel lien on fait avec d'autres structures qui sont plus pérennes sur le terrain et qui permettent, je ne sais pas, au-delà d'être montés sur le pignon de l'immeuble, et ben derrière d'avoir des petits artistes circassiens, j'en sais rien, enfin voilà. Moi ça m'interroge énormément et c'est une vraie question qui est liée à... Où est la gueule, et voilà. Ça m'interroge beaucoup sur notre manière ou pas de pouvoir évaluer et rendre les choses un peu pérennes. Donc voilà, je lance cette réflexion. Et j'ai une autre réflexion. On parle beaucoup des quartiers prioritaires, voire des quartiers en veille. On sait tous qu'on a dans nos patrimoines des patrimoines intermédiaires qui sont ni très sous les feux de nos actions à nous en tant que bailleurs ou les opérateurs publics d'une manière générale, mais qui sont aussi éloignés de ce qu'on peut appeler la culture d'une manière très, très générale. Et moi, c'est aussi une question que je pose. Comment on peut construire aussi des projets intéressants sans être avec la TFPB, il y a peut-être des types d'accompagnement et de construction de financement qui pourraient être intéressants à débattre entre nous. Voilà, je vous remercie. Oui. Pardon, cette question de l'évaluation est peut-être importante. Nous la notons. Pour en faire un vrai thème, sachant que vous nous aviez dit, j'en profite pour le dire, que vous constatez des effets immédiats et des aspects à plus long terme qui, bien évidemment, sont plus compliqués à saisir. Gardons à notre esprit juste ces deux repères, des effets immédiats, des effets à plus long terme. Je voudrais rebondir là-dessus parce qu'on n'a pas parlé de quelque chose, notamment, c'est surtout c'est Toits et Joie, qui a un festival qui s'appelle Au-delà des toits. Et pour un projet que nous avons mené là-bas, à Villeneuve-Saint-Georges, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant, justement, dans l'idée d'un après-projet. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité non seulement de jouer dans l'espace public, dans les lieux où on a créé, mais emmener les gens ailleurs et les emmener et de faire circuler ces créations, se faire circuler ce travail, d'être invité pour être aussi une puissance invitante. Et donc cette circulation des publics, on essaye de faire venir des gens dans nos quartiers, et il faut aussi qu'il y ait des ambassadeurs. Et c'est très important. Voilà. Et c'est vrai que faire circuler ces créations au moment de ce festival, c'est aussi... c'est très important et c'est une très belle idée.